17 décembre 1944. Il est juste passé minuit dans les forêts glacées de Belgique. La neige tombe drue, ensevelissant les routes étroites des Ardennes sous d'épaisses couches blanches. Un seul camion militaire gronde à travers la tempête, son moteur peinant à chaque kilomètre verglacé. À l'intérieur de la cabine, un conducteur serre le volant si fort que ses jointures en deviennent blanches. Ses essuie-glaces battent un rythme régulier, luttant pour suivre le blizzard. Il est perdu. Quelque part derrière les lignes ennemies, sa carte ne lui sert plus à rien déchirer, sur les bords trempés de sueur maculée de boue. Les panneaux ont disparu ou ont été tordus. Le silence radio a été ordonné. Son unité ignore où il se trouve, et lui-même ne sait plus où commence ni où finit la ligne de front. Mais à l'arrière de son camion se trouve une cargaison plus précieuse que l'or des milliers de gallons de carburant à haut indice d'octane, de l'essence destinée aux chars-camions et pièces d'artillerie américaines au bord de l'effondrement. Du carburant pour des hommes transis acculés presque à court d'options. Ce que ce conducteur ignore, c'est ceci, s'il rebrousse chemin maintenant, s'il tombe à court de carburant ou s'il est capturé. Alors l'armée allemande, la dernière offensive, désespérée des unités de Panzer d'élite d'Hitler, pourrait percer le front allié. Et si cela arrivait, la guerre en Europe pourrait changer. L'histoire pourrait changer. Mais contre toute attente, ce mauvais détour, cette erreur d'un seul homme, deviendra le tournant d'une des batailles les plus brutales de la Seconde Guerre mondiale. Et ce qu'il livrera ne rallumera pas seulement des moteurs, cela rallumera l'espoir. Voici l'histoire oubliée d'un homme qui n'était pas destiné à devenir un héros, un conducteur qui prit la mauvaise route, mais apporta la bonne chose au bon endroit, au moment exact où il le fallait. La bataille commence. Le dernier pari, d'Hitler les Ardennes, une région boisée de collines de rivières et de ravins glacés, le long de la frontière entre la Belgique et le Luxembourg. Pendant la majeure partie de la guerre, cette zone avait été considérée comme calme trop dense, pour les chars trop froides pour de longues campagnes. C'est précisément pour cette raison qu'Adolf Hitler l'a choisie. Le 16 décembre 1944, sous le couvert de la nuit et de la neige, plus de 200 000 soldats allemands déferlèrent à travers les arbres. Ils étaient appuyés par plus de 1000 chars et véhicules blindés. Leur objectif, percer les lignes alliées foncées jusqu'au port belge d'Anvers et séparer les forces américaines et britanniques en deux. S'ils réussissaient, ils pensèrent pouvoir imposer un accord de paix sur le front occidental et peut-être même renverser le cours de la guerre. Cette offensive deviendrait connue sous le nom de bataille des Ardennes. Mais ce n'était pas seulement le nombre qui rendait cette attaque terrifiante, c'était la vitesse. Les Allemands prévoyaient de frapper rapidement avant que les Alliés ne puissent se regrouper. Ils comptaient sur le secret, la surprise et le carburant. Leurs colonnes blindées n'avaient de l'essence que pour quelques jours d'avance rapide. S'ils ralentissaient ou tombaient à court, ils seraient immobilisés et ils le savaient. Du côté américain, la panique commença à se propager sur toute la ligne de front. Des régiments entiers furent pris de court. Les communications s'effondrèrent. Des villages furent envahis. Les routes déjà étroites et gelées se remplirent de civils fuyants et de convois désespérés. Mais dans ce chaos, un autre problème apparut. Les Alliés eux-mêmes manquaient de carburant. Des semaines plus tôt, leur avance rapide à travers la France avait épuisé leur ligne d'approvisionnement. Les camions tombaient en panne, les dépôts étaient dispersés et mal défendus. Et le système de distribution de carburant, le sang vital de chaque char et de chaque camion, menaçait de s'effondrer. Derrière chaque char, Sherman chaque jeep, chaque pièce d'artillerie, il y avait un élément vital, l'essence. Pas le courage, pas la puissance de feu, pas même le commandement, le carburant. Et sans lui-même, la plus puissante armée du monde pouvait être figée sur place.
Alors, quand les forces allemandes commencèrent à cibler les dépôts alliés, les capturant ou les détruisant, la panique se transforma en paralysie. On racontait que des bataillons entiers étaient restés bloqués leurs chars inutiles, leurs canons muets, parce que les camions d'essence n'étaient jamais arrivés. C'est là que commence notre histoire. Non pas sur la ligne de front, mais bien derrière, avec un homme dans un camion bâché, transportant seulement du carburant et de l'espoir à travers la tempête, la confusion sur des routes que personne d'autre n'osait emprunter. Et que cet homme, survive ou non, qu'il atteigne sa destination ou se perde à jamais, allait contribuer à décider de l'issue de la plus grande bataille jamais livrée par l'armée des États-Unis. Le conducteur qui n'était pas censé être là. Il s'appelait John Miller, mais tout le monde l'appelait Jack. Ce n'était pas un héros, pas selon ses propres mots. C'était un chauffeur de camion, l'un des dizaines de milliers d'hommes, dont le travail consistait à transporter carburant, nourriture et munitions sur les routes boueuses d'Europe. Jack avait 31 ans. Avant la guerre, il travaillait dans une station-service en Pennsylvanie. Il connaissait le son d'un moteur mieux que la plupart des hommes ne connaissaient le son de leur propre cœur. Il pouvait dire si un camion manquait d'huile ou si un carburateur était déréglé, simplement à la façon dont il toussait au démarrage. Quand il rejoignit l'armée, cette compétence lui valut une place dans le corps du transport motorisé, l'épine dorsale, méconnue de l'avance alliée. En décembre 1944, Jack conduisait presque sans interruption depuis des mois. De la Normandie à la ligne Siegfried, il avait transporté des barils de carburant sur des ponts bombardés et à travers des villages qui n'existaient plus. Il avait vu des chars calcinés, des colonnes de fumée à l'horizon et les visages de civils sans maison. Mais malgré tout cela, il continuait à conduire. C'était sa mission. Le carburant, c'était la vie. Chaque goutte qui atteignait le front signifiait un char de plus, capable de bouger un canon de plus, capable de tirer une vie de plus qui pouvait être sauvée. Ainsi, lorsque Jack reçut l'ordre ce matin glacé de décembre de livrer une cargaison complète d'essence à haut indice, d'octane à une division blindée près de la ville de Stavalot, il n'hésita pas. Il vérifia ses pneus. Il nettoya son pare-brise. Il se noua 2 fois l'écharpe autour du cou, sachant combien le vent des Ardennes pouvait être cruel. Puis il monta dans son camion, tourna la clé et écouta le moteur ronronner en s'éveillant. La route qui l'attendait était censée être simple, 3 heures de conduite. 2 checkpoints, une livraison, mais rien en temps de guerre ne se passe jamais comme prévu. L'offensive allemande avait déjà jeté la région dans le chaos. Les panneaux avaient disparu ou avaient été délibérément changés par des commandos ennemis déguisés en soldats américains. Les lignes radio étaient brouillées et les cartes d'approvisionnement imprimées des semaines plus tôt ne correspondaient plus à la réalité du terrain. Jack ne le savait pas encore, mais la ville qu'il devait atteindre était déjà attaquée. Pourtant, les ordres étaient désordres. Il engagea la première. Le camion gémit, et bientôt le ronron familier des pneus sur la route gelée devint le seul bruit au monde. La neige fouettait son pare-brise comme des lames de lumière. Il dépassa d'autres convois, certains calcinés, d'autres abandonnés. Le silence de la forêt n'était troublé que par l'artillerie lointaine, basse, sourde, constante. Tous les quelques kilomètres, il s'arrêtait pour vérifier sa position, mais les repères avaient disparu. Des arbres brisés, des maisons brûlées et les panneaux qui auraient dû l'indiquer vers Stavalot pointèrent maintenant vers nulle part. Pourtant, Jack continua, car quelque part là-bas, des hommes attendaient en ce carburant. Des hommes qui croyaient que de l'aide arrivait. Et tant qu'il avait un camion qui roulait et un battement de cœur, Jack Miller s'assurerait qu'il leur parvienne. Il ne savait pas encore que sa décision suivante, un simple mauvais virage, ferait de lui un acteur de l'histoire. La mauvaise route. Au début, la route semblait familière.
Jack avait parcouru assez la campagne belge pour distinguer un chemin boueux secondaire d'un axe principal d'approvisionnement. Mais celle-ci semblait étrange. Les arbres penchaient trop près. Les virages arrivaient trop serrés. Et pire encore, il n'avait pas vu un autre véhicule depuis près de 20 minutes. Pourtant, il continua. La neige tombait plus fort maintenant, de gros flocons, tourbillonnant comme de la fumée sur le pare-brise. Ses essuie-glaces crissaient à chaque passage. Il plissa les yeux, se penchant en avant sur son siège, scrutant l'obscurité, à la recherche de n'importe quel panneau quelconque, balise le moindre signe qu'il était toujours sur le bon chemin. Rien. La forêt avalait tout. Il n'y avait ni maison, ni clôture. Pas de clôture signifiait pas de ferme. Pas de ferme signifiait qu'il s'était éloigné de l'artère principale des mouvements alliés. Jack ralentit le camion. Ses mains se crispèrent sur le volant. Il pensa à faire demi-tour, mais quelque chose le rongeait. Il regarda la jauge de carburant, encore presque pleine, mais pas pour longtemps. Ce camion engloutissait l'essence comme un cuirassé. Et ici, seul dans la neige, tomber en panne d'essence équivalait à signer son propre acte de décès. Il se rangea près d'un virage et descendit dans la neige. Le froid perça ses gants. Il déroula une carte en toile et la posa sur le capot suivant du doigt, les traits noirs route ville-rivière, essayant de les faire correspondre au terrain autour de lui. Mais la vérité le frappa comme un coup au ventre. La route sur laquelle il se trouvait n'apparaissait pas sur la carte. Il resta là regardant cette étendue de terre battue, recouverte de neige, tandis qu'une terrible prise de conscience s'insinuait dans ses os. Il était perdu. Et pire encore, il pouvait être perdu en territoire ennemi. Jack se retourna, parcourut la lisière des arbres du regard, puis marcha lentement vers l'arrière du camion. Il posa une main gantée sur la paroi de la citerne. Elle était chaude vivante. Des milliers de gallons d'essence à haut indice d'octane reposaient juste derrière cet acier. Il transportait exactement ce dont manquèrent les Allemands. S'il le trouvait, si une patrouille de reconnaissance tombait sur ce camion solitaire, il ne serait pas fait prisonnier. Il serait transformé en incendie. Jack ferma les yeux un instant. La neige s'accrocha à ses cils. Dans ce silence, son esprit partit en tous sens. Était-ce une route piégée? Des saboteurs ennemis avaient-ils rerouté les panneaux pour attirer des convois hors de leur trajectoire? Il avait entendu des rumeurs de soldats allemands, revêtus d'uniformes américains, changeant les panneaux donnant de fausses directions. Il avait même vu un homme abattu pour avoir donné le mauvais mot de passe à un poste de contrôle la semaine précédente. Il remonta dans le camion, claqua la porte et tourna la clé. Le moteur hoqueta, puis reprit en rugissant. Ce bruit lui donna du courage. Pas beaucoup, mais assez. Il devait prendre une décision, rester immobile et espérer que de l'aide arrive faire demi-tour et risquer de retracer une route peut-être déjà compromise ou bien avancer seul dans l'inconnu. Il tapa 2 fois sur le tableau de bord. « Allez, ma vieille », chuchota-t-il, « on n'a pas fini. » Puis il engagea la vitesse et s'engagea sur une route qu'il ne pouvait nommer en direction d'un lieu qu'il ne pouvait voir, transportant une cargaison qui, si elle tombait entre de mauvaises mains, pourrait déclencher un brasier. Derrière lui, ses traces de pneus s'effaçaient déjà, sous la neige fraîche. Devant les arbres se resserrait. Le vent se leva. La nuit devint plus sombre et immobile. Il roulait entouré de silence. La route se rétrécit. Les arbres se rapprochèrent des branches noueuses, formant une sorte de tunnel au-dessus de sa tête. Jack coupa ses phares. Il ne pouvait pas se permettre d'être vu. Pas maintenant. Il conduisait au toucher, une main sur le volant. L'autre serrant une lampe de poche à lentilles rouges qui perçait à peine la neige tourbillonnante devant lui. Le silence était absolu.
Pas de voix, pas d'oiseaux, pas de tir, pas même le vent. C'était ce genre de silence qui rend votre propre souffle trop bruyant, celui qui vous fait sentir observé même lorsque vous êtes seul. Le cœur de Jack battait fort dans sa poitrine. Il se pencha de nouveau en avant, scrutant à travers le pare-brise, cherchant des ombres qui n'avaient pas leur place. Puis un mouvement, loin devant une lueur. Il coupa le moteur. Le silence revint comme une vague. Il resta assis dans la cabine, figé non pas de froid, mais de réflexion, trop loin pour distinguer les détails, mais assez proche pour paraître réel. Cela pouvait être un feu de camp, une lanterne des soldats ennemis se réchauffant les mains, riant en allemand, ou bien des Américains, une patrouille égarée, un avant-poste, la lisière d'une unité amie. Jack fouilla la boîte à gants et sortit son arme de poing, un pistolet Colt réglementaire. Il ne l'avait jamais utilisé au combat. Il attendit 1 minute puis 2. Rien. La lumière disparut. Il attendit encore, les doigts engourdis sur la crosse du pistolet. Puis quelque part, au loin, très loin, peut-être à plusieurs kilomètres, monta le bruit sourd et reconnaissable d'un moteur. Puis un autre des moteurs de char des diesels puissants, trop loin pour être identifié, mais se rapprochant. Et de nouveau, le silence. Jack expira lentement. Si c'était dans des chars allemands, ils avançaient à l'aveugle comme lui en cherchant. Si c'étaient des Américains, ils seraient peut-être trop nerveux pour accueillir un camion-citerne isolé se faufilant dans les bois. Il ne pouvait risquer ni l'un ni l'autre. Il remit le moteur en marche, le laissa ronronner un instant, puis avança lentement face toujours éteint. La neige se calma juste assez pour qu'il distingue les contours de la route. Il arriva à une bifurcation, un embranchement où la route se divisait en 3 sentiers étroits. Aucun panneau, aucune trace de pneu, aucun repère. Il s'arrêta de nouveau, prit la lampe et descendit. La neige crissa doucement sous ses bottes. Il inspecta les environs. Sur le tronc d'un arbre, il aperçut quelque chose à peine visible, sous le givre. Une peinture pâle, un pochoir, une étoile américaine. L'espoir gonfla dans sa poitrine. Il racla l'écorce avec son couteau. Oui, l'étoile était effacée, mais réelle. Vieille, mais américaine. Quelqu'un était passé par là. Récemment? Peut-être pas, mais cela signifiait quelque chose. Il fit son choix, la route du milieu. De retour dans le camion, il s'engagea sur le chemin central, le cœur battant, les mains glacées mais fermes. C'est alors qu'il remarqua autre chose. Une odeur légère, huile brûlée, gaz d'échappement. Quelque chose là-devant était passé récemment, ou s'y trouvait encore. Il suivit la piste. Chaque kilomètre semblait interminable. Chaque virage pouvait cacher un poste de contrôle, un piège ou pire encore, rien du tout. Il croisa des véhicules abandonnés, l'un renversé dans un fossé, ses roues tournant encore dans le vent. Un autre criblé de balles, la neige s'accumulant dans la cabine, mais aucun corps. C'était d'une certaine manière encore plus effrayant. Jack continua de conduire. Les arbres commencèrent à s'éclaircir, puis après ce qui lui sembla des heures, bien que moins d'une demi-heure se fût écoulée, il le vit. Des fils barbelés, des sacs de sable empilés, une tranchée basse, à moitié enfouie sous la neige. Il ralentit jusqu'à s'arrêter, et de l'ombre jaillit une voix, halte mot de passe. Les mains de Jack se levèrent aussitôt. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Il répondit d'une voix claire et lente, « Philadelphia ». Une pause, puis « Avancez et soyez reconnus ». Jack avança lentement, les mains toujours levées. Un visage émergea de la tranchée. Casque américain, fusil M1. Le soulagement faillit le faire s'effondrer. Le soldat lui fit signe d'avancer. « Vous êtes en retard », marmonna l'homme. « On allait abandonner votre convoi. » Jack secoua la tête. « Je ne suis pas un convoi, je suis seul. »
Cette réponse fit naître un silence. Puis le soldat regarda vers l'arrière du camion, les fûts d'essence empilés sous la neige. « C'est bien ce que je pense. » Jack hocha la tête. « Essence à haut indice d'octane pour la division blindée. Je me suis perdu. » Le soldat siffla entre ses dents. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire. » Et Jack expira enfin. Il n'en avait effectivement aucune. Pas encore. Mais le carburant de son camion venait d'atteindre la dernière position encore debout dans ce secteur. Et dans l'heure suivante, il alimenterait des chars restés inertes dans la neige depuis 2 jours. La livraison qui changea tout. Ils se mirent immédiatement à l'œuvre. Dès que le camion de Jack entra dans la position américaine de fortune, les soldats se ruèrent sur les fûts de carburant. Des doigts gelés agrippèrent les poignées d'acier. Des hommes aux joues gercées et aux yeux cernés travaillèrent en silence. Chacun savait ce qui était en jeu. C'était le dernier avant-poste tenant la ligne avant la ville de Tuapalm, un carrefour crucial de routes et de ponts qui, s'il tombait, ouvrirait la voie aux chars allemands pour s'enfoncer dans le territoire allié. Depuis 2 jours, cette position ne tenait qu'à un fil. Les chars, ici principalement des Shermans, n'avaient pas bougé depuis 36 heures. Leurs équipages dormaient à côté dans la neige, tenant des fusils au lieu de leviers, attendant soit du carburant, soit un ordre de retraite. Rien n'était venu jusqu'à maintenant. Jack descendit de la cabine, les jambes raides, le visage meurtri par le froid et la tension. Il resta en retrait, observant les tuyaux que l'on déroulait, les pompes que l'on raccordait, et les moteurs silencieux depuis près de 2 jours, qui enfin se remettaient à tousser. L'un après l'autre, les Shermans reprirent vie. Le grondement de leurs moteurs brisa le silence comme un tonnerre. La fumée jaillit des tuyaux d'échappement. Les tourelles pivotèrent. Les mitrailleurs prirent position. Un jeune lieutenant s'approcha de Jack, tenant un bloc-notes d'une main tremblante. « Vous êtes venu seul ?» demanda-t-il. Jack hocha la tête. L'officier jeta un coup d'œil au camion, puis au char qui avançait déjà vers la bataille. « C'est impossible, dit-il, mais ce ne l'était pas. C'était arrivé et juste à temps. » Moins d'1 heure plus tard, des unités blindées allemandes du Kampfgruppe Piper, parmi les plus brutales et déterminées de l'arsenal d'Hitler, furent repérées en mouvement vers la position. Elles avaient déjà pris Stavelot. Elles étaient affamées de carburant, prêtes à tout pour percer, sans savoir que les Américains venaient d'être réapprovisionnés. Les Sherman sortirent de la lisière de la forêt, moteurs rugissant chenilles, broyant la boue gelée sous leur poids. Ils se déployèrent de part et d'autre de la route, établirent des points d'embuscade et attendirent. Lorsque les Allemands arrivèrent, s'attendant à du silence et à une reddition, ils furent accueillis par le feu. Les obus jaillirent des canons des chars. Les mitrailleuses rugirent sur chaque colline. L'ennemi, stupéfait par cette résistance soudaine, recula dans la confusion. Le carburant que Jack avait livré donna à ses hommes la mobilité, la défense et la vie. Il priva aussi les Allemands de la seule chose dont ils avaient désespérément besoin, du carburant pour eux-mêmes. Voyez-vous, tout le pari d'Hitler dans les Ardennes reposait sur la vitesse. Sans surprise, sans élan, l'avance allemande devait s'enrayer, et lorsqu'elle s'enrayerait, elle mourrait. Ce jour-là, elle commença à mourir. Les historiens s'accordent aujourd'hui à dire que cet affrontement, aussi modeste fût-il, contribua à empêcher le Kampfgruppe Piper d'atteindre les dépôts de carburant de Tuapon et de Spa. Sans essence, la pointe de lance allemande s'immobilisa dans la neige. Les soldats abandonnèrent leurs véhicules. Ils tentèrent de fuir à pied. Beaucoup furent capturés. Certains moururent gelés sur place. Jack Miller n'avait jamais tiré un coup de feu. Il n'avait donné aucun ordre. Il n'avait même jamais quitté la route d'approvisionnement, du moins pas intentionnellement.
Mais le carburant qu'il avait livré au bon moment et au bon endroit fit basculer un tournant décisif de la bataille. Il passa la nuit à l'avant-poste dormant dans la cabine de son camion. Le lendemain matin, un officier lui serra la main et lui dit quelque chose qu'il n'oublia jamais. « Vous avez sauvé un bataillon. Vous ne le savez pas encore. » Jack ne parla jamais beaucoup de ce jour-là. Après la guerre, il retourna en Pennsylvanie. Se maria, eut 2 fils et reprit le volant de camion, cette fois sans neige, sans tir, sans embuscade. Il ne demanda jamais de médaille. Il ne prétendit jamais être un héros. Mais les registres sont clairs. Le carburant fut livré, les chars furent ravitaillés, une ligne fut tenue. Et cela changea tout. L'effondrement de la dernière offensive d'Hitler. Le matin du 19 décembre, la machine de guerre allemande ralentissait déjà. Elle avait commencé avec fureur, 200 000 soldats, plus de 1000 véhicules blindés. Elle avait frappé les Ardennes comme un marteau enfonçant une profonde saillie dans le front allié, la fameuse bosse, qui donna son nom à la bataille. Mais le marteau n'avait pas de manche, pas de logistique, pas de ravitaillement. Car malgré le succès initial, malgré la panique, le brouillard et le chaos, le dernier pari d'Hitler, souffraient d'un défaut fatal. Il dépendait entièrement d'un carburant volé. Le haut commandement allemand le savait. Il avait calculé chaque mile, chaque gallon. Ils avaient assez d'essence pour amener leurs chars jusqu'à Anvers, mais pas assez pour les ramener. Leur seul espoir était de capturer des dépôts alliés en chemin, comme celui près de Tuapon. Des dépôts désormais lourdement défendus, parce qu'un conducteur américain, contre toute attente, était arrivé à temps. Sans ce carburant, les panzers allemands commencèrent à s'arrêter. Les chars s'immobilisèrent dans la neige. Les équipages les abandonnèrent et poursuivirent à pied. Dans certains endroits, les véhicules furent détruits par leurs propres commandants pour éviter la capture. Le 22 décembre, l'unité d'élite de Piper, la pointe de l'avance allemande, était encerclée. Ils n'avaient plus de carburant, plus de nourriture, plus de temps. En tout, ils abandonnèrent plus de 100 chars et véhicules blindés. Piper lui-même s'échappa à pied avec une poignée d'hommes. Les autres furent capturés, tués ou dispersés. Le rêve de séparer les forces alliées était terminé. Pendant ce temps, sur tout le front, la résistance américaine se raffermit. Le carburant afflua. L'artillerie retrouva sa voie. Les chars reprirent position. Les parachutistes dans des villes comme Bastogne, autrefois coupées du monde, tant bon jusqu'à l'arrivée des renforts. Et même si la bataille continua jusqu'en janvier, l'élan avait déjà changé de camp. L'armée allemande ne lancerait plus jamais d'offensive majeure à l'ouest. Dans le silence glacé des forêts ardennaises, le dernier espoir du régime hitlérien mourut gelé aux côtés de ses chars. Et une partie de la raison petite mais incontestable fut un seul camion-citerne qui arriva là où il devait. Livré non pas par un général ni un stratège, mais par un homme aux mains gelées et à la conviction obstinée que la mission comptait encore même lorsque la carte n'avait plus de sens. C'est la partie que la plupart des livres d'histoire oublient, car l'histoire parle souvent des batailles en termes de drapeaux et de flèches de généraux et d'ordres de traités et de tournants. Mais la bataille des Ardennes ne fut pas seulement menée par des hommes dans des salles de commandement. Elle le fut aussi par des cuisiniers, des opérateurs radio, des infirmiers, des chauffeurs de camions-citernes qui choisirent d'avancer quand tout leur disait de rebrousser chemin. Jack Miller était l'un d'eux. Et bien que son nom n'apparaisse pas dans les rapports stratégiques ni dans les comptes rendus de bataille, son empreinte est inscrite dans les machines qui ont bougé les armes qui ont tiré, et les hommes qui ont survécu pour se battre un jour de plus. Parfois la guerre n'est pas gagnée par une charge glorieuse ou une manœuvre brillante. Parfois, une guerre se gagne simplement parce qu'un homme refuse d'arrêter de conduire. Les soldats oubliés. Lorsque la bataille des Ardennes prit finalement fin à la fin de janvier 1945, plus d'1 million d'hommes avaient combattu dans les forêts de Belgique.
19 000 soldats américains étaient à mort. Plus de 47 000 furent blessés et plus de 23 000 capturés ou portés disparus. Ce fut la bataille la plus coûteuse jamais livrée par l'armée américaine. Mais le monde se souvient de Bastogne. Il se souvient de Patton. Il se souvient du siège de la neige de la résistance acharnée. Peu se souviennent des camions-citernes. Encore moins se rappellent les noms des hommes qui les conduisaient. Pourtant, derrière chaque victoire, il y a des ombres. Des hommes qui n'ont pas appuyé sur la gâchette, mais ont porté le poids. Des hommes qui n'ont pas chargé, mais ont enduré. Des hommes qui ne sont jamais passés devant les caméras, ni salués sur les places de parade, mais qui ont changé le cours de l'histoire par leur seule persévérance. Jack Miller était l'un de ces hommes. Lorsqu'il rentra chez lui au printemps 1945, personne ne l'attendait avec des banderoles, ni journalistes, ni interviews. Il descendit du train à Harrisburg, en Pennsylvanie, portant un sac marin et une légère boiterie à la jambe droite, due à des semaines passées dans le froid extrême. Il embrassa sa femme. Il tint dans ses bras son fils nouveau-né pour la première fois. Puis il trouva un emploi de chauffeur-livreur pour une quincaillerie. Pendant des décennies, il ne parla jamais de ce qui s'était passé cet hiver-là. Non par honte, mais simplement parce que personne ne le lui demanda. Pour lui, ce n'avait été qu'un mauvais trajet, dans une tempête de neige. Mais il avait continué à avancer, et cela suffisait. Peut-être que c'est cela le véritable héroïsme. Pas les médailles, pas les discours, mais un homme qui prend une décision difficile et ne revient pas en arrière. Des années plus tard, lorsque son petit-fils lui demanda de parler de la guerre pour un projet scolaire, Jack raconta enfin l'histoire, le carburant, le mauvais virage, la rencontre dans la tranchée. L'enfant, les yeux écarquillés, lui demanda « Savais-tu que tu sauvais des gens ?» Jack sourit simplement et répondit « Je savais juste qu'il m'attendait. » C'était tout. Pas de drame, pas d'embellissement. Juste la vérité. Et c'est une vérité qui compte, car la guerre n'est pas seulement gagnée par des héros. Elle est gagnée par ceux qui se présentent, qui tiennent parole, qui continuent à avancer quand la route a disparu, qui livrent quelque chose d'essentiel au moment où cela importe le plus. Les soldats oubliés ne sont pas vraiment oubliés si nous nous souvenons de ce qu'ils représentaient, de ce qu'ils transportaient et de ce qu'ils ont refusé d'abandonner. Même dans la nuit, la plus noire Jack n'était pas seul. Il y avait des milliers de Jack, des mécaniciens, réparant des moteurs dans la neige sans gants, des cuisiniers, réchauffant des repas sur des réchauds brisés, des infirmiers rampant sous les obus pour atteindre les blessés, des secrétaires, tapant des manifestes d'approvisionnement, les larmes aux yeux. Ils sont le sang vital de toute armée, et chaque victoire repose sur leurs épaules. Alors, lorsque nous racontons l'histoire de la bataille des Ardennes, souvenons-nous non seulement des commandants et des champs de bataille, mais aussi des conducteurs dans l'obscurité, ceux qui se sont perdus, mais ont continué à avancer. Car parfois, sauver le monde se résume à une chose aussi simple que refuser d'abandonner. Jack n'était pas un héros parce qu'il avait eu raison. Il était un héros parce que même lorsqu'il s'était trompé, il avait continué à avancer. C'est cela qui rend son histoire intemporelle. C'est le paradoxe du courage. Parfois, le chemin qui sauve tout est celui que vous n'étiez jamais censé prendre. Et parfois, il faut un mauvais virage pour trouver sa place dans l'histoire. Aujourd'hui, il n'existe aucune statue de Jack Miller, aucune plaque commémorative le long de cette route forestière. Les fûts de carburant ont disparu depuis longtemps. Les chars qu'il a aidé à sauver reposent maintenant dans des musées, et les soldats qu'il a rejoints, ceux qui ont survécu, sont vieux ou ne sont plus là. Mais son héritage demeure non gravé dans la pierre, mais porté en principe. Et vous? Si vous aviez été dans cette cabine, transi perdu, effrayé, qu'auriez-vous fait? Vous seriez-vous arrêté,
Auriez-vous fait demi-tour ou auriez-vous continué à avancer? Car parfois, l'histoire n'a pas besoin d'un héros. Elle a juste besoin de quelqu'un qui refuse d'abandonner.